être à vous. Alors, merci, vous m'entendez bien? Ça va, OK. Juste au cas où, vu qu'on n'a pas testé le micro avant. Donc, merci bien, merci de m'accueillir dans votre cours et de façon plus large là, dans une conférence dans le cadre du CA. Ça fait plaisir d'être avec vous à distance. Il y a plein de désavantages à la situation actuelle, mais un des avantages, c'est qu'on peut se permettre plus facilement de faire ce genre de conférence-là. Puisqu'on n'a pas à se déplacer et que des fois, se déplacer, c'est difficile parce qu'il y a une question de gestion du temps. Donc, ça me fait plaisir d'avoir la possibilité d'être avec vous à distance aujourd'hui. J'ai un PowerPoint qui... il y a beaucoup d'éléments un peu techniques dans tout ça, là, donc j'ai décidé de faire un PowerPoint plutôt que de parler. Évidemment, ça veut dire que vous me voyez un peu moins et moi, je vous vois un peu moins. Donc, je vous demande de... c'est pas idéal. Moi, je préfère qu'on se voit. Je trouve que l'interaction déjà sur Zoom est difficile. Si en plus, il y a un PowerPoint, ça rend encore les choses plus distantes. Mais bon, je vous demande d'accepter les contraintes parce que je pense que c'est important d'avoir un PowerPoint pour au moins visualiser certains éléments, certains concepts qui me semblent importants. Là. Donc, et puis pour moi aussi, c'est plus facile parce que ça me permet d'être structuré et de suivre mon PowerPoint plutôt que de divaguer sur des choses qui sont peut-être intéressantes, mais moins centrales à la présentation. Donc, si vous me permettez, là, je vais faire le partage d'écran. Je vois là, que je peux le faire et je vais mettre ma présentation. Vous me direz si vous ne voyez pas bien. Je présume que vous voyez. Je ne vous vois plus. Donc, peut-être juste ouvrir, quelqu'un ouvrir son micro pour me dire si tout va bien. On voit, Martin, on voit. C'est parfait. Ben là, c'est un écran blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu l'as mis en diaporama, on dirait que là, c'est un écran blanc. Je ne sais pas si c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut reprendre le partage? Petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne fait pas ça habituellement. Je vais recommencer. On voit très bien maintenant. Merci. C'est beau? OK. Bon, je continue comme ça. J'ai enlevé le mode présentateur. Ça veut dire que j'ai plus mes notes, mais bon, je vais m'arranger quand même. Ça arrive des fois avec les PowerPoints sur partage d'écran. Donc, voilà. Donc, je me lance tout de suite. Ma présentation devrait durer peut-être une quarantaine de minutes, peut-être un peu plus, dépendant de la vitesse à laquelle je vais. Et après ça, donc, on aura amplement de temps là, pour les questions. Ça va me faire plaisir. Là, je sais que le chat est désactivé. De toute façon, je ne le vois pas. Donc, je vous encourage à garder vos questions pour la fin, là, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'hyper important que j'oublie ou qui mérite la précision pendant la présentation. Vous pouvez m'interrompre en utilisant votre micro parce que je ne vous vois pas. Mais sinon, là, essayez de garder vos questions pour la fin. Donc voilà, question du consentement préalable, libre et éclairé, défi avancé dans la mise en œuvre au Canada. Alors, on s'entend évidemment que la question du respect des droits des peuples autochtones dans la gestion du territoire et des ressources est vraiment devenu un enjeu incontournable, que ce soit au Québec, au Canada ou un peu ailleurs dans le monde aussi. Bon, régulièrement, hein, il y a des conflits, des tensions qui font les manchettes, que ce soit au Québec ou ailleurs, en foresterie, évidemment, mais aussi, et peut-être surtout, là, en matière de développement des ressources non renouvelables. Évidemment, on pense tous là, aux conflits entourant les gazoducs, notamment les oléoducs dans l'Ouest, qui ont fait les manchettes là, dans les dernières années. La question est incontournable hein, parce que, d'une part, bon, historiquement, les peuples autochtones ont été largement ignorés dans le processus de développement du territoire. En fait, ils ont été largement déplacés, hein, mis dans les réserves. Le but, finalement, était de faciliter l'accès au territoire pour le développement des ressources. Donc, historiquement, hein, les peuples autochtones ont plutôt été des victimes du développement que des bénéficiaires, malgré le fait que ce soit
dans une large mesure des territoires qu'ils occupaient, hein, où ils exerçaient des activités traditionnelles, où ils géraient, selon leurs propres mécanismes, hein, le territoire. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les droits des peuples autochtones sont reconnus au niveau national, au niveau canadien, au niveau international aussi de plus en plus. Et il y a une lutte, un processus politique et juridique, hein, pour traduire ces droits-là en pratique dans la gestion du territoire. Et au cœur de ces revendications, de ces droits-là, mais aussi de ces principes qui émergent, hein, il y a la question de la participation des Autochtones, et j'insiste sur le mot participation parce qu'il peut y avoir plusieurs significations. Participation des Autochtones à la gestion des territoires et des ressources. Et au cœur de la question de la participation, si on va un peu plus loin, si on creuse un peu plus loin, bien, il y a la question qui est au cœur de notre présentation aujourd'hui, celle du consentement préalable, libre et éclairé. L'idée, hein, fondamentalement, puis je vais évidemment revenir un peu plus là, sur ce que ça veut dire tout ça, l'idée que les peuples autochtones devraient consentir de manière préalable, c'est-à-dire avant que la décision soit prise, de manière libre, c'est-à-dire au-delà de toute contrainte, là, et de façon éclairée, c'est-à-dire que la décision doit être informée par des faits, hein, devraient consentir lorsqu'une activité sur le territoire qui peut porter atteinte à leurs droits ou à leur accès au territoire. Euh, Ce que je vais faire dans les prochaines minutes, là, c'est parler du consentement préalable et éclairé, d'une part en théorie, hein, et situer ça un petit peu dans un modèle de gouvernance participative pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire au juste ce concept-là. Je vais parler des normes internationales qui sont en développement toujours sur cette question-là, mais qui sont extrêmement importantes. Je vais évidemment faire référence à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et je vais souligner que ces normes-là, ces normes internationales-là, sont sujettes à interprétations diverses. Ah, et ça, c'est important parce que c'est un des enjeux présentement, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement que ce consentement préalable libre et éclairé. C'est vrai au Canada, mais c'est vrai ailleurs dans le monde aussi, comme on va voir. Enfin, dans la deuxième partie de la présentation, je vais m'intéresser à la pratique, c'est-à-dire à la mise en œuvre. Hein, ça va vraiment être le cœur de ma présentation. Donc, essayer de voir on en est où justement au Canada sur ces questions-là. Et donc, je vais parler du cadre juridique, mais aussi des politiques qui sont mises en œuvre au Canada. Et je vais m'intéresser à quelques pratiques innovantes. Donc, porter un regard là, un peu plus micro, je dirais, sur des mécanismes qui émergent pour mettre en œuvre ce principe de consentement-là. Je ne vais pas, dans le cadre de ma présentation, aller en détail sur, évidemment, toutes les pratiques innovantes qui peuvent exister au Canada ou au Québec. Je ne vais pas non plus mettre l'accent sur la foresterie particulièrement. Mon but, c'est vraiment de proposer un cadre un peu plus macro et de montrer un peu qu'il y a des choses qui émergent, des façons de concevoir la mise en œuvre du consentement intéressantes qui peuvent s'appliquer dans plusieurs domaines, non seulement en foresterie, mais ailleurs. Et donc, je ne vais pas mettre l'accent sur des cas particuliers ou des mécanismes particuliers. Il y en a plusieurs. Ça me fera plaisir peut-être dans la conversation ensuite là, de parler de certains éléments plus en détail. Donc, allons-y, je me lance. Premier élément, un peu je dirais, là, de théorie ou en tout cas un petit cas théorique que je vous propose, là, la gouvernance participative. Évidemment, peut-être que vous avez déjà vu ce genre de graphique-là, parce que si vous vous intéressez aux questions de gouvernance, de gestion des ressources, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Là, je ne fais pas référence à un modèle particulier, c'est plutôt une façon de visualiser un peu le processus décisionnel dans le cadre des mécanismes de gouvernance participative. Ils ne font pas nécessairement en lien avec la question de la foresterie ou des ressources naturelles. C'est de façon plus générale, quand on parle de gouvernance participative, à quoi on fait référence. Et là, vous voyez que j'ai mis ça sur une espèce de continuum qui part à gauche d'un régime de gouvernance qu'on pourrait appeler statocentré, où c'est vraiment l'État qui prend les décisions et qui est finalement là, qui exerce sa souveraineté. Et donc, la gestion du territoire, des ressources, dans le cas qui nous intéresse, hein, relève essentiellement de l'État. Et plus on se déplace sur le continuum, plus on ouvre ce principe-là, ce régime statocentré, à la participation d'autres acteurs, le cas échéant les Autochtones. Et donc, on voit sur le continuum différents mécanismes de participation, différentes manières d'envisager la gouvernance participative.
qui part d'un mécanisme assez limité, soit le partage d'informations, où là, l'État, par exemple, informe les communautés, qu'elles soient autochtones ou pas d'ailleurs, sur les intentions de modifier, par exemple, un plan d'aménagement forestier ou des choses comme ça. Un peu plus loin, il y a la consultation, c'est-à-dire qu'on consulte, c'est-à-dire qu'on cherche à connaître l'opinion, la perspective des personnes qui sont concernées, en l'occurrence ici les Autochtones, pour tenir compte de leurs perspectives, de leurs préoccupations dans la prise de décision. Mais encore une fois, la prise de décision demeure clairement une compétence de l'État, demeure dans la sphère d'autorité de l'État. Si on continue, on voit que le consentement, là, j'ai mis une petite ligne, puis j'ai mis le consentement en vert. Pourquoi? Parce que le consentement se situe, si on veut, à cheval entre un régime statocentré, où c'est l'État qui prend la décision, et un régime à l'autre extrême de souveraineté partagée, où là, les Autochtones, par exemple, auraient une autorité décisionnelle équivalente à l'État ou même qui pourrait être supérieure à celle de l'État. Et donc, le consentement se situe, comme on va le voir, à cheval entre les deux. Je vais expliquer un peu pourquoi, parce que tout dépend de la manière dont on interprète le consentement. On peut interpréter le consentement comme le consentement à une prise de décision de l'État. Et là, à ce moment-là, le consentement serait du côté plutôt gauche de la ligne. Et comme je l'ai mis là présentement, puis ça traduit un peu ma propre interprétation, mais ça, c'est le sujet évidemment à débat, le consentement peut relever plutôt d'une forme de reconnaissance de l'autorité des peuples autochtones sur leur territoire. Je vais notamment faire référence au droit à l'autodétermination, mais on pourrait dire que le consentement peut relever d'une forme de reconnaissance d'une souveraineté partagée sur le territoire. Et là, à ce moment-là, il serait plutôt de l'autre côté de la petite ligne rouge imaginaire que j'ai mis là. Si on continue dans l'échelle, on peut aller jusqu'à des mécanismes de codécision, où là, la décision est prise ensemble de façon paritaire, ou une forme de dualisme. Et là, par dualisme, je réfère vraiment à des mécanismes de type intergouvernementaux, où chacun est souverain dans son propre domaine, puis il s'agit de coordonner les décisions, un peu par exemple comme dans un régime fédéral au niveau politique. Donc, on voit un peu cette échelle-là, mais évidemment, dans la question de la gouvernance des... Là, je me suis voilà. Dans la question de la gestion des ressources naturelles, évidemment, il manque ici une dimension extrêmement importante. Bon, il manque plusieurs dimensions. Là, c'est un graphique qui est simplifié, mais il y en a une très certainement qui est bien importante, c'est celle de la place des entreprises. Et on le sait, dans la gestion des ressources naturelles, notamment en foresterie, il y a eu, dans les dernières décennies, un processus important de délégation, certains vont dire de privatisation, de la gestion, de l'organisation, de la gouvernance des ressources naturelles, y compris en matière forestière. Et donc, il opère aussi où les entreprises ont évidemment un rôle important dans la gouvernance des ressources naturelles. Et ce rôle-là, qui va varier selon les contextes ou selon les régimes, va évidemment avoir une influence sur le rôle des Autochtones, puisque les entreprises sont appelées de plus en plus à interagir avec les communautés autochtones à travers des mécanismes de collaboration, de négociation, qui sont évidemment importants. Vous avez remarqué que ma petite ligne rouge qui trace la ligne imaginaire de démarcation entre l'autorité de l'État et l'autorité des Autochtones, elle continue dans le graphique vers du côté de la relation entreprise autochtone. Pourquoi je mets ça là? Bien parce que les mécanismes qui permettent la reconnaissance ou pas d'une forme de souveraineté partagée ou une forme d'autorité autochtone sur le territoire vont évidemment avoir une influence sur la relation entre les entreprises et les Autochtones. Et donc, le niveau de reconnaissance qu'il va y avoir dans ce régime-là de l'autorité autochtone va être important pour comprendre la nature, pour comprendre la dynamique qui opère entre les entreprises et les Autochtones. Je ne vais pas plus loin sur ce graphique-là, on pourrait en parler encore longtemps, on pourrait critiquer ça, c'est évidemment un graphique qui simplifie les choses, mais c'est simplement pour visualiser un peu les dynamiques possibles qui peuvent opérer dans les mécanismes de gouvernance participative. Maintenant, lançons-nous un peu dans le cœur du sujet la question du consentement préalable libre et éclairé. Alors, je trace un portrait, là, encore une fois, assez général. Je ne vais pas vous faire une analyse juridique de tout ça. Je veux tout simplement souligner quelques éléments qui me semblent importants.
D'abord, hein, bon, cette norme-là, elle est de plus en plus reconnue, comme je l'ai dit, au niveau international. La Convention 169 de l'Organisation internationale du travail est la première grande convention là, qui reconnaît le principe de la participation autochtone à la gestion du territoire et des ressources. Hein, mais c'est surtout au Canada, à partir de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007, auquel le Canada a d'ailleurs pas adhéré au départ, mais qui progressivement, hein, d'ailleurs en raison de la pression là, des peuples autochtones principalement, le Canada a fini par adhérer pleinement à cette déclaration-là. D'abord adhéré de façon partielle en 2010 et pleinement finalement en 2016 sous le gouvernement Trudeau. Ce qui achoppait pour le Canada et qui continue à chopper en grande partie, c'est la question justement du consentement préalable libre et éclairé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vous mets l'article 32. Il y en a d'autres articles qui font référence là, au consentement. L'article 32, puisqu'il fait explicitement référence à la question de la gestion des ressources, c'est celui qui, pour nous, là, est peut-être le plus pertinent. Vous voyez le libellé de l'article. Il y a une dose d'ambiguïté dans ça. Évidemment, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est particulière parce qu'elle a été co-rédigée en quelque sorte, ou en tout cas, c'est des organismes, des représentants autochtones qui ont développé les articles et ensuite, bon, il y a eu un processus hein, de négociation, de compromis avec les représentants des États. Et donc, en l'article 32, c'est le fruit un peu d'un compromis. Hein, les représentants autochtones voulaient une clause de consentement assez stricte hein, où les États devaient obtenir le consentement. Les États étaient réticents. Donc, ce qu'on voit là présentement, c'est une clause qui enjoint les États à consulter. Donc, on se situe dans une logique de consultation en vue d'obtenir le consentement. Et là, tout le débat, c'est sur, bon, qu'est-ce que ça veut dire en vue d'obtenir le consentement? Hein? Il y a d'autres mécanismes internationaux qui ont été développés, qui font référence au consentement. Là, je vous montre le processus de certification du Forest Stewardship Council parce qu'évidemment, c'est pertinent pour le cours, hein, pour ceux qui sont dans le cours. Ça me semble évidemment l'aspect, l'élément, là, la norme finalement la plus pertinente pour vous. Je vous donne un exemple ici. Il y a d'autres références au consentement là, dans le processus de certification, dans les éléments qui sont liés à ça. Je donne un élément. On voit que ça va, là, je l'ai mis en anglais, là, je m'excuse. On voit que ça va quand même un peu plus loin que l'article 32. Hein. Les entreprises sont amenées à s'assurer qu'il y a un consentement qui est exprimé. Ouais, et on parle du droit des peuples autochtones de ne pas donner leur consentement, the right to withhold or modify consent. Et l'idée de modify consent est importante parce qu'on prend pour acquis ici que c'est un processus continu. Et donc, le consentement, ce n'est pas juste un moment X dans le processus d'autorisation des projets, c'est quelque chose qui est beaucoup plus continu dans le temps et qui doit être renouvelé. Donc, il y a un aspect relationnel à ça qui est vraiment important, à mon avis, dans cette formulation-là de la norme. Je ne vais pas plus en détail là, dans l'analyse de tout ça. Le point important, il me semble, c'est de dire il y a une dose d'ambiguïté dans tout ça, évidemment, comme dans toute norme, qui sont des formulations là, qui sont liées à des processus, souvent à des compromis entre différents intérêts, différents acteurs. Et ces normes-là sont relativement nouvelles. Donc, quand c'est dans la pratique un peu que les normes se cristallisent, hein, que leur signification, finalement, ou finalement, elles prennent un sens, excusez la formulation, là, elles prennent un sens là, dans la pratique, hein, parce qu'il y a évidemment le principe et la pratique. Donc, on peut en gros là, parler de deux grandes interprétations. Et là, c'est une simplification encore une fois, mais on peut parler de deux grandes interprétations du principe de consentement préalable libre et éclairé. Une approche qui est d'abord qu'on peut appeler procédurale, où là, on lit, par exemple, l'article 32 de la Déclaration de façon littérale. Littérale au sens où on regarde les mots, on dit, bien, ce que disent les mots, c'est ça. Hein? Et là, si on prend cette approche-là, bien, on voit bien que l'idée du consentement préalable libre et éclairé, c'est d'abord de consulter dans l'intention donc dans la mesure du possible, en cherchant à aller obtenir le consentement. Mais il n'y a pas une obligation de résultat. Hein?
La formulation de l'article 32 là-dessus est relativement claire, hein, c'est qu'il n'y a pas une obligation d'obtenir le consentement, il y a une obligation de consulter dans le but d'obtenir. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, les juristes vont débattre de la formulation, etc., mais c'est un peu de cette manière-là qu'est interprété le consentement préalable, libre et éclairé dans plusieurs juridictions dans le monde. Hein? Et dans cette approche-là, si on se fait référence là, à mon petit graphique de tout à l'heure, l'autorité décisionnelle demeure clairement la prérogative de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est le décideur ultime dans une version comme ça. Donc, l'État a l'obligation d'essayer d'obtenir le consentement dans la mesure du possible, donc de démontrer sa bonne foi, hein, d'entrer en négociation en relation avec les Autochtones. Mais s'il n'obtient pas le consentement, et qu'il a démontré qu'il a cherché à l'obtenir, ultimement, la décision d'autoriser ou pas, par exemple, une mine ou un barrage, relève de l'État. Il y a par contre une interprétation plus substantielle ou substantive de la Déclaration des Nations unies elle-même et de la norme de consentement de façon plus large, hein, qui est liée à ce qu'on appelle une lecture contextuelle de la déclaration. Contextuelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre tout ça dans son contexte. Hein, pourquoi on parle de consentement autochtone? Pourquoi on ne se limite pas à une logique de consultation? Eh bien, c'est d'abord et avant tout parce que le principe de consentement découle d'un principe encore plus important qui est le droit à l'autodétermination. Dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, le cœur de la déclaration, c'est la reconnaissance que les peuples autochtones sont justement des peuples au sens du droit international. Et comme peuple, comme tous les autres peuples, ils ont droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité de décider pour et par eux-mêmes de leur devenir au niveau politique, social, économique et culturel, et ainsi de suite. Bon, dans la déclaration, ce droit à l'autodétermination-là est limité puisqu'il doit s'exercer dans les limites, hein, des frontières des États existants, mais la substance du droit lui-même n'est pas limitée. Autrement dit, hein, les Autochtones ont droit à l'autodétermination tant et aussi longtemps qu'ils ne remettent pas en question les frontières de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, par exemple, un droit à la sécession unilatérale, mais par contre, il y a un droit à la prise de décision, au contrôle sur les territoires, les terres ancestrales, par exemple. Et donc, la question du consentement serait finalement une modalité, une mise en pratique de ce principe du droit à l'autodétermination-là. Et là, à ce moment-là, si on prend cette interprétation-là, évidemment, la question du consentement traverse ma petite ligne imaginaire de tout à l'heure, hein, et on se retrouve dans une perspective où les autorités étatiques doivent respecter l'autorité décisionnelle autochtone, en la capacité de déterminer ce qui se passe sur les territoires ancestraux. C'est un peu l'interprétation, évidemment, qui est défendue par les organisations autochtones, les communautés autochtones, les nations autochtones au Canada dans une large mesure. Ici, je vous mets une citation d'une chef de la nation Tsleil-Waututh en Colombie-Britannique, la nation Tsleil-Waututh, qui est au cœur de la lutte contre l'oléoduc Trans Mountain. Donc, une vision qui dit le consentement, dans le fond, c'est une forme de reconnaissance de notre souveraineté sur nos territoires. Et donc, ces deux interprétations-là, finalement, opèrent présentement. Hein, il y a un peu une lutte sur un débat, ou c'est une lutte politique, en fait, et juridique, hein, sur la manière dont devrait être traduite la norme à partir de ces deux interprétations-là. Maintenant, je ne peux pas passer sous silence la fameuse question du veto, hein, parce que plusieurs d'entre vous vont probablement se dire, si le consentement, c'est lié au droit à l'autodétermination, c'est lié à une forme de souveraineté, n'est-ce pas là un veto? Hein? Et c'est d'ailleurs ce que disent plusieurs politiciens, dont notre premier ministre François Legault, qui, lorsqu'il s'est fait interroger à l'automne sur la position du Québec par rapport à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, a dit « Oui, on est en faveur de la déclaration, mais il n'est pas question de reconnaître un droit de veto aux Autochtones. Hein? » C'est d'ailleurs la même raison qui a été donnée longtemps par le Canada pour s'opposer ou pour refuser d'endosser la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il est clair, et là, je pourrais passer des heures à discuter de tout ça. Je pense qu'il y a deux éléments importants à retenir de ce débat-là sur la question du veto. D'une part, c'est clair que si on se met dans une perspective de partage de l'autorité, c'est-à-dire de reconnaissance de l'autorité des peuples autochtones sur leur territoire,
le consentement entraîne nécessairement un droit de refus, hein, la possibilité pour les Autochtones de refuser un projet qui se tire sur leur territoire. Donc oui, en quelque sorte, il y a une forme de droit de veto. Hein. Ceci dit, et là, la plupart des juristes, hein, et des intervenants s'entendent là-dessus, le droit de refus, hein, qui est un corollaire du principe de consentement, n'est pas nécessairement absolu. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire, ben, il y a un veto à tout moment, puis on peut intervenir pour dire non à tout moment sans justification ou rien. Il n'y a aucun droit, aucun principe qui est absolu. James Anaya, l'ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, l'a bien dit, hein, le principe du CPLE, c'est pas absolu, ça doit hein, l'expression du consentement ou du non-consentement doit être justifiée. Hein, ça doit être une décision qui est prise en pleine connaissance de cause, dans un processus préalable, libre et éclairé. Hein, et c'est évidemment circonstanciel, dans le sens que selon les circonstances, bien, ça va être plus ou moins justifié. Et là, ben, c'est dans la pratique, dans les mécanismes qui sont développés, hein, que tout ça se joue. Le langage du veto, en fait, hein, est surtout utilisé, puis on le voit là, dans la déclaration de Legault, mais c'est certainement pas le seul. C'est surtout une rhétorique qui est utilisée pour s'opposer au CPLE. On dit, ben là, c'est une atteinte à la souveraineté de l'État, il n'y en est pas question. Donc, c'est une vision un peu manichéenne, finalement, où on dit, ben, c'est soit l'État, soit les Autochtones, puis il n'y a rien au milieu. Alors que, comme on a vu là, dans mon petit continuum, il y a un ensemble de possibilités ou de mécanismes qui sont possibles. Hein, et où on situe le consentement dans tout ça, ben, c'est pas, hein, c'est sujet aux circonstances. Et donc, hein, la rhétorique du veto, à mon avis, est surtout utilisée pour éviter de se poser les vraies questions qui sont, hein, quels sont les mécanismes qu'on devrait mettre en place pour favoriser, hein, la reconnaissance d'une forme d'autorité autochtone sur le territoire dans nos processus décisionnels. Autrement dit, c'est parce qu'on veut éviter de rendre les choses un peu plus compliquées. Donc, on dit, ben, il n'y a pas de veto, donc on ne reconnaît pas ça. Hein. Comme le dit l'Assemblée des Premières Nations dans son mémoire qui a été déposé à la Chambre des communes dans le contexte du débat sur la loi, hein, sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies, là, je vais y revenir tout à l'heure, hein, dans un mémoire qui a été déposé à la Chambre des communes, l'Assemblée des Premières Nations du Canada dit, ben, la question du veto, hein, c'est un peu une vision réductrice de tout ça, qui présume une logique de confrontation. C'est-à-dire qu'on présume d'emblée que les Autochtones sont dans une logique de refus du développement du territoire et de confrontation, alors que dans le fond, hein, l'idée derrière ça, c'est de mettre des processus qui sont mutuellement acceptables et qui sont raisonnables pour arriver à une prise de décision conjointe. Donc, c'est pour ça que je parle du veto comme une forme d'épouvantail, c'est qu'il faut faire attention à ce langage-là parce qu'à mon avis, ça ne traduit pas la complexité, hein, et la nuance qui existe dans le principe ou l'idéal, si on veut, là, du consentement. Deuxième partie de ma présentation, le CPLE au Canada, on en est où? Là, je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle, ça fait pas tout à fait 40 minutes, là, mais mon timer dit 40 minutes. Je ne dirais pas que je vais accélérer, là, mais je vais garder en tête le temps pour qu'on ait suffisamment de temps là, pour les questions. Donc, le CPLE au Canada. Je vais revenir en arrière, parler un peu, situer tout ça dans l'histoire, évidemment dans le contexte juridique au Canada aussi. Je vais vous parler un peu des mécanismes qui ont été mis en place et souligner le fait, en fait, que les mécanismes actuels sont largement insuffisants. Le processus d'institutionnalisation du principe est très certainement inachevé. Hein, pour utiliser les mots anglais, c'est un work in progress. En partie parce qu'on ne s'entend pas sur l'interprétation à donner à tout ça, là, mes deux grandes interprétations. Et ceci, je vais conclure là, en parlant un peu du fait qu'il y a des pratiques qui émergent, hein, au-delà des principes et des grands mécanismes, mais sur le terrain, il y a des pratiques intéressantes qui émergent et je vais donner des exemples là, peut-être un peu brièvement parce que je risque de manquer de temps. Donc, je tiens à remettre tout ça, à revenir en arrière un peu. C'est important de situer ça dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le principe de consentement au Canada n'arrive pas avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, n'arrive pas avec les décisions de la Cour suprême. C'est quelque chose qui est fondamental à l'ADN même du pays, de l'État. Et ça, on a tendance à l'oublier. Hein? Le consentement mutuel entre les peuples autochtones et les puissances coloniales françaises et britanniques est au cœur même, hein,
au cœur même des fondements de l'État canadien et de la légitimité de la souveraineté de l'État canadien. Alors, il y a un ensemble de traités qui ont été signés, des ententes, des alliances, qui sont à la base même des ententes qui reposent sur la reconnaissance du consentement mutuel des parties. Hein. Là, je fais référence à la Grande Paix de 1701, la Grande Paix de Montréal, mais aussi, évidemment, il y a la Proclamation royale de 1763 qui reconnaît explicitement que la couronne britannique doit s'engager à négocier avec les peuples autochtones la question de la cession du territoire et donc exige en quelque sorte un processus d'expression du consentement autochtone à la présence de la puissance coloniale. Évidemment, ces principes-là ont été mis de côté avec l'établissement d'un régime colonial plus explicite, hein. Mais ceci dit, c'est resté dans les principes, notamment dans la négociation des traités. Les traités, en France, c'est très clairement un principe d'expression du consentement. Donc, cette idée-là est loin d'être nouvelle. Elle est loin d'être nouvelle, nous aussi, dans notre histoire un peu plus récente. Hein. Là, je vous mets un extrait d'une lettre, finalement, qui a été envoyée au premier ministre Wilfrid Laurier en 1910 par des nations de la Colombie-Britannique, où il est très clairement question du consentement. Hein. On revendique auprès du premier ministre canadien en disant, là, ils font référence au gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de la Colombie-Britannique s'installe sur nos terres, autorise les développements sur nos terres sans notre consentement. On est en 1910. Hein. Plus récemment, et au Québec, dans les années 70, 80, 90, les cris de l'abbé James, notamment, entre autres, pas uniquement les cris de l'abbé James, ont mobilisé le principe de consentement, notamment au moment du développement hydroélectrique sur leur territoire. Dans les années 70, on dit hey, ce développement-là se fait sur nos terres ancestrales sans qu'on nous demande la permission, sans nous consulter, mais sans qu'on exprime notre consentement. Ça a mené à des contestations judiciaires qui ont mené à la Convention de l'abbé James. Je passe vite sur l'histoire, là. Mais fait intéressant aussi, les cris de l'abbé James dans les années 90, au moment des débats sur le projet Grande Baleine, mais aussi au moment du référendum de 1995 au Québec sur l'accession à la souveraineté, utilisaient le langage du consentement. Il y a même un livre qui a été publié qui s'appelle par le Grand Conseil des cris, là, qui s'appelle Never Without Consent, où il y a tout un argumentaire juridique qui est développé sur le fait que le Québec ne peut accéder à la souveraineté et amener avec lui les territoires ancestraux des cris sans le consentement des cris. Donc, ça ne date pas de la déclaration, cette idée-là, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les revendications autochtones depuis longtemps. Qu'en dit maintenant le droit canadien là-dessus? Je vais passer assez rapidement sur cette étape-là pour en venir là, aux pratiques actuelles un peu plus rapidement. Le droit canadien, évidemment, les droits ancestraux issus de traités des peuples autochtones sont reconnus à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, mais ils ne sont pas définis dans cette loi-là. Donc, la définition, la substantiation de cet article-là relève de la jurisprudence des tribunaux. Et donc, c'est à travers les contestations judiciaires, les revendications devant les tribunaux que sont définis les principaux mécanismes de reconnaissance des droits des peuples autochtones au Canada. Il y a évidemment aussi l'ensemble des traités historiques et modernes, comme la Convention de l'abbé James, qui créent des régimes juridiques particuliers. Bon, je n'en parlerai pas là parce que je manque de temps, mais il y a évidemment des choses intéressantes là-dedans. Ce que je veux souligner, c'est peut-être ce qui nous concerne plus directement, c'est que la jurisprudence sur l'interprétation de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 précise, d'une part, que lorsque l'État porte atteinte, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, notamment sur la gestion du territoire, portent atteinte aux droits des peuples autochtones, l'État a l'obligation de consulter et d'accommoder les peuples autochtones. Consulter et accommoder, c'est-à-dire entrer en dialogue, entendre les Autochtones et dans la mesure du possible accommoder, c'est-à-dire modifier le projet, limiter l'impact sur les droits. Et dans certaines circonstances, d'obtenir le consentement. Et là, je vous mets l'extrait d'une décision de 2014 de la Cour suprême, Nation Chilcotin contre Colombie-Britannique, où la Cour suprême précise que notamment lorsqu'il y a un titre ancestral qui a été reconnu, c'est-à-dire le titre ancestral, c'est une forme de propriété ancestrale sur le territoire, bien là, les gouvernements doivent demander le consentement, obtenir le consentement du groupe autochtone titulaire du titre avant d'autoriser le développement du territoire.
Ceci dit, ce n'est pas un principe qui est absolu. D'une part, selon la jurisprudence, c'est très restreint à la question du titre ancestral. Et d'autre part, la Cour prend bien le temps de préciser à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas d'un veto, qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu et que c'est limité à certaines circonstances et que l'État peut effectivement outrepasser cette exigence de consentement selon certains mécanismes, selon certains principes de justification. Là, je vous épargne les détails, mais l'important à retenir, c'est vraiment que dans la jurisprudence canadienne, oui, le consentement existe, mais il est extrêmement restreint à la fois dans sa portée, quand est-ce qu'il joue ce consentement-là, et dans son opérationnalisation, c'est-à-dire que la souveraineté de l'État est clairement là, pas remise en question par ça. On se situe vraiment, si on revient dans mon échelle de tout à l'heure, on se situe vraiment à gauche de mon pointillé, c'est-à-dire que la souveraineté reste non partagée. Au niveau législatif et politique, maintenant, il y a un ensemble de mesures, puis là, c'est un terrain qui bouge beaucoup présentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces questions-là. En gros, sauf là, sur les territoires conventionnés, par exemple la Convention de la baie James, les mécanismes, l'obligation de consulter, d'accommoder, dans certains cas d'obtenir le consentement, là, c'est mis en œuvre d'abord et avant tout par des directives, donc des politiques là, fédérales et provinciales. Il y a pour l'instant très peu de législation qui précise les obligations, les règles à suivre en matière de consultation, de participation autochtone, quand est-ce qu'on doit obtenir le consentement, etc. Il y a très, très peu de ça. Puis un bon exemple de ça, ou en tout cas ce qui est, à mon avis, une occasion manquée, c'est la loi sur l'évaluation des impacts, la nouvelle loi qui a été adoptée par le gouvernement fédéral, C-69, l'année dernière, la loi sur l'évaluation des impacts qui précise un peu les mécanismes, qui met à jour finalement les mécanismes d'évaluation environnementale au Canada. Et dans la loi, il est mentionné le principe, les principes de la déclaration, il est mentionné le principe de la participation autochtone, mais on ne précise pas les attentes en matière d'obtention du consentement. La possibilité de développer des mécanismes d'évaluation conjoints avec les communautés autochtones est mise de l'avant, mais on ne précise pas dans la loi les obligations de l'État, de la couronne en matière de consentement autochtone, et donc c'est un peu une occasion manquée à mon avis. Le projet de loi sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui est présentement débattu à Ottawa, C-15, qui est l'héritier d'un projet de loi qui avait été déposé par Roméo Saganache, député du NPD, qui est maintenant plus à l'Assemblée, mais qui au précédent Parlement avait déposé un projet de loi en ce sens. Donc, le gouvernement a repris un peu l'essence de ce projet de loi-là. Le projet de loi, c'est essentiellement un projet assez général qui enjoint le gouvernement à modifier ses lois et ses politiques de manière à respecter les principes de la déclaration. Mais il n'y a pas, encore une fois, dans le projet de loi, d'obligations spécifiques ou de mécanismes spécifiques liés à la question du consentement. Donc, tout ça reste à déterminer, à définir. Je ne m'étends pas beaucoup là-dessus, mais il y a quand même en Colombie-Britannique des mécanismes intéressants qui sont présentement mis en place. La Colombie-Britannique a adopté une loi sur la mise en œuvre de la déclaration et a aussi adopté une nouvelle loi sur l'évaluation des impacts qui, eux, en ces lois-là, mentionnent explicitement la question du consentement autochtone. Et là, c'est vraiment les premières législations au Canada, les premières législatures au Canada qui institutionnalisent finalement ce mécanisme de façon formelle ou reconnaissent finalement ce principe-là. Mais dans ces lois-là, ce que ça dit finalement, c'est que le gouvernement doit chercher à développer des mécanismes de façon conjointe avec les Autochtones pour favoriser l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une optique de reconnaissance mutuelle de la souveraineté ou de l'autorité, mais on va quand même beaucoup plus loin que, à mon avis, ce que fait le gouvernement fédéral présentement ou ce que fait, par exemple, le Québec, qui est pour l'instant pas grand-chose. Donc, je tourne les coins ronds un petit peu ici là, au niveau de la législation, de l'interprétation, tout ça par manque de temps, mais ça va me faire plaisir d'y revenir dans la présentation s'il y a des questions.
Au niveau politique, maintenant, très rapidement, hein, il y a un ensemble de déclarations des gouvernements sur le consentement. Je vous en mets une en particulier qui me semble intéressante. En 2017, le gouvernement a émis 10 principes devant guider finalement les relations entre l'État fédéral, hein, et les Autochtones. Et parmi ces 10 principes-là, il y en a un en particulier qui fait référence au consentement, le langage qui est utilisé en vue d'obtenir leur consentement. Hein, et donc, on s'en tient au langage de la Déclaration des Nations unies. Mais ce qui est intéressant, c'est le deuxième paragraphe. Le gouvernement du Canada cherchera les occasions d'élaborer des processus et des approches visant à obtenir le consentement des Autochtones. Donc, on s'engage en quelque sorte à mettre en œuvre, à mettre en pratique par des mécanismes, tout ça. Pour l'instant, ça reste un peu abstrait. Ce qui est peut-être important de retenir là-dessus, c'est qu'en pratique, en fait, il y a très peu. Hein. Il y a des grands principes, il y a une reconnaissance dans le discours, hein, dans les politiques, mais formellement, en gros, les mécanismes qui sont en place, hein, sont avant tout des mécanismes de type consultatif. Hein, il n'y a pas de remise en question, hein, de l'autorité de l'État dans la prise de décision. On est encore loin d'une logique de gouvernance partagée ou de codécision. Hein. Ce qui fait qu'en pratique, hein, les avancées sur la question du consentement sont au cas par cas et opèrent surtout dans une logique de rapport de force, de dynamique politique. Hein. C'est-à-dire que c'est lorsque les communautés autochtones ou les nations autochtones se mobilisent, arrive à établir un rapport de force ou crée suffisamment d'incertitudes au niveau juridique et politique pour forcer les acteurs, que ce soit les acteurs de l'industrie ou du gouvernement, à réagir, à développer des mécanismes de concertation ou de codécision. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, le cadre normatif lui-même, pour l'instant, hein, est relativement limité. Évidemment, tout ça, ça crée beaucoup d'incertitudes, hein, qui favorisent les conflits, comme on voit au Canada. Là. Je ne reviendrai pas sur ces conflits-là. Mais l'autre côté de ça, et je vais conclure un peu là-dessus, c'est que ça favorise aussi, en quelque sorte, l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'absence de cadre très précis crée un espace pour des pratiques innovantes. Et là, je me penche un peu du côté de l'industrie, mais je vais passer un petit peu plus de temps du côté des pratiques innovantes autochtones pour conclure. En absence de mécanismes clairs ou de normes étatiques claires, évidemment, l'industrie va avoir tendance à s'autoréguler, s'autodéfinir afin d'assurer une certaine certitude, une certaine garantie qu'il n'y aura pas trop de conflits, qu'on ne va pas se retrouver devant les tribunaux, hein, avec des conflits qui vont d'une part coûter cher, mais qui vont retarder, hein, le développement de projets. Un exemple de ça, évidemment, c'est les normes, hein, les normes en matière de foresterie. Un autre exemple de ça, c'est la tendance maintenant presque systématique, notamment dans le domaine minier, de négocier des ERA, des ententes sur les répercussions et les avantages. C'est les compagnies minières particulièrement qui négocient avec les Autochtones, hein, des ententes où, en échange d'une forme de consentement, bien, on donne aux Autochtones, bon, on compense finalement au niveau monétaire, mais on accepte, par exemple, de favoriser l'embauche d'Autochtones sur les projets. On modifie le tracé d'une route pour limiter son impact, etc. Donc, des ententes qui, finalement, donnent une légitimité au projet en allant chercher le soutien des Autochtones. Il y a des ententes de collaboration en foresterie qui opèrent un peu sur le même principe. Donc, hein, ces ententes-là ont évidemment des avantages. Ça permet un dialogue, ça favorise aussi la prise en compte des intérêts, des droits des peuples autochtones par les entreprises. Et ça, en soi, je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi plusieurs défauts à ça, à mon avis. Et le plus gros défaut de ça, à mon avis, c'est que finalement, l'État se décharge de sa responsabilité, hein, dans sa prise de décision, sa responsabilité, hein, d'inclure les Autochtones dans le processus décisionnel. On privatise ça, on dit à la compagnie, hein, négociez avec les Autochtones, finalement, achetez votre consentement, certains vont dire de façon un peu cynique. Et puis nous, après ça, dans notre évaluation, tout ça, bien, on va constater si les Autochtones sont d'accord ou pas. Donc, finalement, les Autochtones ne participent pas à la prise de décision elle-même. Hein. Et ça, à mon avis, c'est une forme de privatisation du consentement préalable libre et éclairé qui peut être problématique dans certains cas, notamment dans les cas où les communautés autochtones n'ont pas énormément de ressources, pas la capacité, hein, de négocier d'égal à égal avec les entreprises.
Maintenant, je conclus sur deux mécanismes qui me semblent particulièrement importants du côté des Autochtones. Et là, je parle de réappropriation des processus participatifs. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'idée, c'est pour les Autochtones de redéfinir un peu, de réinterpréter les normes, notamment la norme de consentement, selon leur propre vision de ce que c'est, de ce que ça représente consentir et de développer leur propre mécanisme pour exprimer ou pas leur consentement. Donc, autrement dit, plutôt que de compter sur l'État ou sur les entreprises pour développer des mécanismes qui cherchent à obtenir le consentement des Autochtones, les Autochtones développent eux-mêmes leurs mécanismes pour dire, ben, on consent ou pas au projet. Hein? Et c'est une façon, à mon avis, très intéressante de contourner un peu cette idée de veto-là, en disant, ben, nous, on a des mécanismes qui nous permettent de dire oui ou non à des projets selon une rationalité, une logique, des principes hein, qui nous sont propres et qui correspondent à nos attentes, notamment au niveau de notre relation au territoire. Et donc, hein, ces mécanismes-là de réappropriation de la norme sont de plus en plus importants au Canada. Et là, je me permets de faire un peu de publicité pour un article que j'ai publié en collaboration avec Jean Leclerc, hein, un article dans Recherche amérindienne au Québec qui parle notamment des protocoles de consultation développés par les communautés autochtones. Donc, des protocoles, des règles, des mécanismes que les communautés autochtones, les nations autochtones adoptent et disent, ben, si vous voulez nous consulter, si vous voulez qu'on participe à la prise de décision, suivez ces règles-là. Hein? Et la plupart de ces protocoles-là, maintenant les plus récents, en particulier au Canada, là, prévoient des mécanismes précis permettant aux communautés autochtones d'exprimer leur consentement ou leur non-consentement dans le cadre des projets. Évidemment, hein, les gouvernements ou les entreprises n'ont pas l'obligation de suivre ces protocoles-là en droit. Cependant, politiquement, ça devient de plus en plus risqué de ne pas respecter ces protocoles-là, hein, parce que là, ça crée des tensions, on peut se retrouver devant les tribunaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que de plus en plus, les tribunaux accordent une certaine importance à ces protocoles-là. C'est notamment le cas de la Cour fédérale d'appel dans la décision Tsleil-Waututh qui concerne l'oléoduc Trans Mountain. Hein, vous vous souvenez peut-être de la petite histoire, là, hein, les nations autochtones ont contesté l'autorisation du projet qui a été donné hein, et la Cour fédérale d'appel a donné raison aux Autochtones en disant que la consultation n'a pas été suffisante, pas été substantielle. Et elle a dit notamment hein, les Autochtones avaient des protocoles de consultation qui n'ont pas été respectés. On invite le gouvernement à respecter ces protocoles-là. Donc, hein, il y a des développements vraiment intéressants à ce niveau-là. Évidemment, ces protocoles-là n'ont pas force de droit en soi, donc ils ont une portée limitée, là, à moins qu'ils soient reconnus par les autorités étatiques et par les entreprises. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être amené à se développer, à prendre l'ampleur dans les prochaines années, et c'est quelque chose qui est certainement à suivre si on s'intéresse hein, à la mise en œuvre du principe de consentement. Un autre mécanisme, c'est le dernier, qui est un peu semblable. Hein, les communautés ont de plus en plus tendance à développer leurs propres études d'impact. Hein, encore une fois, l'idée de consentement préalable, libre et éclairé, hein, c'est très important. Bien, ça prend de l'information pour pouvoir décider et de plus en plus, jugeant les processus d'évaluation des impacts menés par les gouvernements ou des entreprises insuffisants, les nations autochtones vont chercher à développer leurs propres mécanismes d'évaluation des impacts, impacts qui ne sont pas seulement liés à l'impact environnemental selon la science occidentale, mais aussi, et plus particulièrement, impacts sur l'occupation du territoire, sur les droits et sur la conception hein, ancestrale de la relation au territoire. Donc, quel va être l'impact des projets dans une perspective hein, plus centrée sur les intérêts et les perspectives autochtones. Et il y a plusieurs exemples de ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces études d'impact communautaire-là sont financées par les promoteurs. C'est intéressant, c'est d'ailleurs le cas du gazoduc au Québec, là, qui est très controversé, hein, l'entente Mamoaki qui prévoit hein, le développement d'études d'impact menées par et pour les communautés autochtones. Il y a d'autres exemples de ça, là, je ne vais pas en détail, mais c'est un autre mécanisme qui permet en l'expression du consentement préalable, libre et éclairé, mécanisme qui est entre les mains des nations autochtones et non pas entre les mains de l'État. Et c'est un peu sur ça que je vais conclure, là, c'est l'idée que, finalement, j'ai une citation de James Anaya, l'ancien rapporteur des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui nous dit dans le fond FPIC, c'est CPLE, là, hein, le consentement, hein, c'est un processus. C'est un processus qui nécessite la bonne foi, hein, puis qui nécessite une espèce de partage, de dialogue dans la prise de décision. Hein, et c'est là le cœur de la question. L'idée de consentement, c'est moins une question de veto, justement, de trancher, hein, de dire oui, non. C'est beaucoup plus dans la relation
et dans le développement de mécanismes qui permettent d'établir une relation constante dans la durée entre les autorités étatiques, les entreprises et les Autochtones, hein. Et on n'en est pas encore là au Canada, mais moi, je suis relativement optimiste que dans quelques années, peut-être quelques décennies, on va arriver à développer des mécanismes, hein, qui prennent véritablement en compte et reconnaissent de façon formelle, peut-être moins, mais très certainement de façon informelle, hein, le principe d'une reconnaissance de l'autorité autochtone sur le territoire, qui est vraiment, à mon avis, l'enjeu principal derrière tout ça. Donc, je m'arrête ici, je vais arrêter ma présentation. Je parle un peu plus longtemps que prévu, mais c'est toujours le cas. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Je vais, dans la mesure du possible, répondre à vos questions. Je ne pourrai sans doute pas répondre à tout, mais ça me fait plaisir là, d'écouter vos questions, commentaires. Merci énormément, M. Papillon. Je vais arrêter